Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans La Buvette, le podcast du sport et de la société. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui nous voient en vidéo, petite nouveauté, je le rappelle, venez sur Spotify, on est dispo en vidéo maintenant. Nous sommes ici à La Chagne, à Bourg-en-Bresse, sur la piste d'athlétisme. Je suis avec Abdellah. Salut Abdellah, comment ça va? Salut, bah écoutez, ça va super bien. Merci pour votre présence et on va passer un bon moment ensemble. Eh ben, merci beaucoup à toi de nous accueillir un peu sur ton lieu d'entraînement quotidien, hein, si je me trompe pas. Donc, comment tu te sens sur cette piste? La première impression, déjà, tu m'as dit que ça faisait pas très longtemps que tu étais là. Tu te sens bien ici à Bourg-en-Bresse? Ouais, bah écoutez, ouais, ça se passe vraiment super bien. Moi, ça fait du coup 1 an, ça va être ma deuxième année à l'EAB, l'Entente Athlétique Bressane. Et ouais, non, ça se passe vraiment super bien. C'est un petit club très familial où sans prise de tête, où voilà, où on partage plein de choses. Et c'est vraiment ce que je recherchais en venant ici. Et voilà, je me sens vraiment super bien. Ah, c'est vrai que pour le coup, le truc familial, je le ressens. Là, on est en plein milieu de la piste. Il y a plein de gens pour ceux qui écoutent juste, il y a des gens qui vont faire des abdos à côté, je crois. Il y a des mecs qui sont démontés. Enfin, ça court un peu partout. Voilà. C'est super sympa comme ambiance. Sans pression, quoi. Exactement. Tant mieux. C'est un peu le but de la Ouais. buvette. On est là pour partager des bonnes ondes. Donc voilà. Pour revenir un peu au podcast, je me demandais déjà première question, est-ce que tu écoutes un peu toi de podcast personnellement? Je me disais, donc toi, pour le rappeler, tu fais du 3000 mètres steep, c'est ça? Exactement, ouais. Je fais du 3000 mètres steeple. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi ça consiste? Alors, le 3000 mètres steep, donc c'est sur une piste là comme on a aujourd'hui derrière, une piste de 400 mètres. Et donc on a 7 tours et demi à faire. 7 tours et demi. Et en fait, chaque tour, on a 5 barrières à franchir. Des barrières qui sont pas comme des haies qu'on connaît la plupart du temps en athlétisme, parce que c'est vraiment des poutres. On en a une juste derrière là, qu'on voit. Et en fait, ces poutres ne tombent pas. C'est vraiment fixé, c'est fait pour ne pas tomber, un peu comme les chevaux. En fait, le 3000 steep vient des chevaux, vient de la discipline des chevaux. Et en tout, on a 35 barrières. Et la chose qui est un peu différente, qui attire un peu sur cette discipline, en fait, c'est la rivière. C'est qu'on a une de ces 5 barrières où en fait on a de l'eau qui se trouve derrière la barrière, qui s'appelle la rivière et qu'on doit franchir aussi. Et voilà. Donc si on résume le truc, 7 tours, 5 barrières, dont une dans l'eau, c'est ça? C'est ça. Et les barrières ne tombent pas. Et les barrières ne Elles sont tombent à pas. combien de... Elles sont à 91 cm de hauteur. Ok, donc ça fait quand même un Donc, petit saut. ça fait pas mal, ouais. Ça fait Ça pas doit mal. tirer dans les jambes, ça doit tirer sur le Ah dernier ouais, tour. ouais. Vraiment, c'est ce qui change de la course basique en fait, c'est qu'on a vraiment, on a de la course, on a du saut, on a de l'aspect musculaire, enfin c'est vraiment un mélange de beaucoup de disciplines en demi-fond et en course à pied, et c'est ce qui est pas facile. Très bien, très bien. Voilà. Et du coup, pour un peu revenir sur toi, te présenter un peu d'où tu viens, tes origines, si c'était un parcours scolaire, un parcours sportif, comment t'en es arrivé à cette discipline? Tu peux nous présenter un peu tout ça? Ouais, bien sûr. Alors moi de base je suis de Clermont-Ferrand, je suis originaire de Clermont-Ferrand, je suis né là-bas. Donc j'ai passé 27 ans là-bas et là j'ai eu une belle occasion de changer, puis j'en avais un peu marre, j'avais fait le tour on va dire de ma ville en 27 ans, on l'a vite fait, on en a fait beaucoup même de tours de Clermont et ouais, j'avais besoin de changer d'air. Voilà, de changer un peu de vie, quoi, tout simplement. Et j'ai atterri ici l'année dernière et tout de suite je me suis rapproché du club phare, on va dire, de Bourg, qui est l'Entente Athlétique Bressane, où j'ai été super bien accueilli, que ce soit par les athlètes, ou que ce soit par voilà les dirigeants ou voilà ceux qui sont employés au club. J'ai vraiment été très très bien accueilli et depuis ça se passe vraiment super bien. C'est pour ça que je suis encore là d'ailleurs. Voilà. L'athlétisme, j'ai commencé à tout petit à l'école municipale des sports, à l'école quoi. J'ai vraiment commencé tout petit. J'ai fait que ce sport en tant que licencié. J'ai jamais fait aucun autre sport en tant que licence. J'ai jamais pris une autre licence, mais j'ai touché à tous les sports. Par contre, j'ai vraiment essayé tous les sports, mais vraiment en club, ça a été vraiment mon seul sport, c'est l'athlétisme. Voilà aussi pour ça. En ce qui concerne ma vie pro, j'ai eu, on va dire, donc moi j'ai fait un CAP, agent de sécurité prévention. Après derrière, j'ai pas aimé. J'ai fait une reconversion complète et je me suis dirigé vers les métiers du sport parce que vu que je faisais de l'athlétisme et que j'adorais ça, je me suis dit il faut que j'aille voir un peu plus ce qui se passe dans les métiers du sport quoi. Et j'ai bien fait parce que ça m'a tout de suite plu, j'ai tout de suite accroché. J'ai fait un BPGEPS activité physique pour tous à Clermont-Ferrand en 2 ans et derrière et actuellement donc je fais un DUST agent de développement et d'animation
Et donc l'année dernière, je l'ai fait à l'UFOLEP et cette année, grâce à mes performances de l'année dernière, il y a la ville qui m'a proposé un emploi aménagé pour que je puisse préparer donc les Jeux Olympiques dans de meilleures circonstances et voilà. Bah, c'est Voilà, super, voilà. super présentation, mais on va revenir Ouais. un peu plus tard par rapport au JO parce que c'est clairement ton objectif final. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, c'est un gros objectif. Est-ce que tu penses que le fait de changer d'air, de changer d'environnement, ça peut être positif pour un sportif? Que des fois on entend quand même les sportifs dire, je suis quand même, quand on a une sorte de stabilité, on est bien, mais est-ce que tu penses que des fois c'est aussi important de savoir redistribuer un peu les cartes, Ouais. surtout dans un sport comme l'athlé? Ouais, exactement. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'avais vraiment besoin de changer d'air et ça m'a fait vraiment du bien de partir parce qu'en fait, c'est un peu comme les athlètes, ils partent souvent en stage, tu sais. Ils vont faire des stages pour couper, se mettre dans leur bulle pour leur préparation. Et là, ça m'a fait ça, mais pour la vie de tous les jours, quoi. Le fait de quitter, on a les amis, des fois dans le sport de haut niveau, les amis c'est pas toujours bon. La vie à côté, ils t'appellent, ouais, tu viens boire un coup, ouais, tu viens, il y a soirée, ouais, il y a anniversaire. Et du coup, des fois, on craque et en fait, c'est pas qu'on gâche notre préparation, mais bon, c'est pas adapté sur du haut niveau. Il faut de temps en temps, mais pas tout le temps, et c'est pas toujours facile de dire non. Et du coup, psychologiquement, après, ça met aussi de la frustration, et elle n'est pas très bonne aussi. Et donc, je pense que ouais, moi, ça m'a fait vraiment énormément de bien de couper un peu, d'être un peu plus isolé, quoi, on va dire. Et voilà. Ouais, très bonne réponse, bonne réponse. Impeccable. Et du coup, pour revenir un peu sur tes débuts dans l'athlé, on sait qu'au début, tu as dû sûrement tester plein de disciplines, un peu tout ce qui se faisait dans l'athlé. Comment t'en es arrivé à cette spécialisation dans la course de fond, du coup? Parce que c'est vrai qu'avec Valentin Chaput, du coup, le perchiste, tu nous avais un peu raconté comment il est arrivé à la perche, parce que c'est quand même un sport assez particulier et unique. Et du coup, toi aussi, c'est un sport quand même qu'on n'entend pas souvent parler. C'est très peu médiatisé aussi, on en reviendra un peu plus tard. Mais comment t'en es arrivé à cette volonté de faire du 3000 mètres, et en plus avec des barrières, de l'eau, etc.? Ouais, alors moi, c'est une histoire assez folle. Moi, enfant, en fait, j'étais asthmatique. Et j'étais vraiment bien asthmatique, bien malade. Et en fait, mon médecin traitant de l'époque, Hervé Pialou, je me rappelle encore, il avait conseillé donc à ma mère de me faire du cardio, tout ce qui est des sports de cardio. Et donc elle m'avait inscrit donc à l'école municipale des sports. Et après tout de suite, mes entraîneurs ont vu que j'avais des qualités pour la course de fond malgré en fait mon asthme. Et donc ils m'ont inscrit sur plusieurs courses et tout de suite j'ai fait des podiums malgré l'asthme. Ça sifflait, mais je faisais quand même des podiums à chaque fois. Première course où je fais deuxième, c'était les crosses qu'on fait à l'école, cross de Noël et tout ça, quoi. Et en fait, au fur et à mesure, je me guérissais de mon asthme. Et en plus de ça, je prenais du plaisir et je faisais des podiums. Et il y avait des résultats. Et quand on fait des résultats, logiquement, on aime ça, quoi. Et ce qui a fait que j'ai toujours continué après à faire de l'athlétisme. Okay, voilà, et du demi-fond. Ça, c'est quand même assez paradoxal, l'asthme et devenir athlète professionnel, j'ai envie de dire, dans ta discipline, c'est quand même incroyable. Ouais. Après moi, j'ai un parcours assez différent des autres, je pense, athlètes de haut niveau international, parce que moi, je suis rentré au niveau international assez tard. Disons que j'ai toujours eu un bon niveau national. J'ai toujours fait des championnats de France, j'ai fait des places de finaliste en championnat de France. J'ai jamais fait de podium ou quoi, mais j'ai toujours été bien classé. Et en fait, parce que je me suis jamais, j'ai jamais vraiment exploité mon potentiel. Je me suis jamais dit, je me lance à fond, je m'entraîne à fond. J'ai toujours été, ça a toujours été un loisir pour moi, vraiment un plaisir, mais je m'étais jamais vraiment mis à fond dedans. J'étais plus, où j'aimais bien faire la fête, j'aimais bien avec mes amis, et donc j'étais pas vraiment sérieux dans ma préparation. Et en fait, pendant le confinement, en 2020, pendant les 3 mois de confinement, j'ai fait que m'entraîner. Je dormais, je mangeais, je courais. Donc, je faisais vraiment une vie d'athlète de haut niveau. Et derrière, en sortant du confinement, j'ai fait des résultats. J'ai fait mes meilleures performances. Okay. Et même pendant le confinement, en fait, je voyais mon niveau qui augmentait d'une façon folle, quoi. C'était vraiment impressionnant. Et je me disais, en fait, je comprenais mieux comment est-ce que les autres athlètes arrivaient à faire ces performances. Et sortant du confinement, je fais mon 8 minutes 25 qui me permet d'être athlète international et de rentrer sur liste. Et d'être et d'avoir ce rêve entre guillemets qui était un rêve mais qui est devenu un objectif pour moi des Jeux Olympiques, parce que j'étais plus qu'à 3 secondes des minima olympiques pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. D'accord. Voilà donc ça remonte un petit peu, comme quoi pour toi le confinement ça a été une plus-value exceptionnelle. Ça t'a permis de te rendre compte des capacités, que le fait qu'en travaillant, en fait on n'arrive à rien entre guillemets sans travailler. Exactement. Et là du coup ça te l'a prouvé.
t'as une preuve sous les yeux, quoi. Ouais, et puis l'hygiène de vie aussi, le fait de ne pas sortir, on sort, voilà, on boit un coup, etc. Bah là, du coup, non, puisqu'on reste à la maison. Donc, ouais, non, ça m'a vraiment fait prendre conscience de plein de choses, en fait. Et surtout, de me dire que j'étais capable d'être parmi les meilleurs mondiaux, quoi. Et ça a été vraiment une grosse claque. Ouais, j'ai bien de croire. Ouais. Parce que du coup, il faut savoir que j'ai regardé 2-3 interviews que tu avais faites pour un peu mieux te connaître quand même. Ouais. J'ai vu que tu as failli arrêter l'athlétisme. Enfin, tu vas même arrêter l'athlétisme pendant 3 années. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là pour dire j'ai envie de tout couper et puis au bout de 3 ans, je veux reprendre et en plus du coup, tu as encore plus performé comme quoi. Et c'était une histoire encore assez folle. Et après, il y a eu quelques petits, des petites choses dans ma vie qui ont fait que j'ai dû arrêter aussi. Il y a eu la première chose, ça a été par rapport à mon emploi. Avant de rentrer dans les métiers du sport, j'ai fait pas mal de petits boulots. Je faisais vraiment plein de petits boulots, restauration, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, agent de sécurité, ça me plaisait pas du tout. J'ai été très mal orienté malheureusement, et parce que je voulais faire pompier en fait moi de base. D'accord. Et on m'avait dit que voilà, après ce CAP, je pouvais me réorienter pour pouvoir faire pompier. Enfin, toute une histoire, un petit couac quoi, voilà. Un petit gros couac. Un petit gros couac malheureusement. Donc j'ai vraiment laissé tomber ce métier-là. Et donc derrière, j'ai fait plein de petits boulots pour avoir des sous quoi, tout simplement, hein, pour pouvoir vivre. Et en fait, ça collait plus du tout avec mes entraînements parce que je travaillais en restauration et c'est 18h à 23h. Et les entraînements en général sont à 18h et donc je pouvais plus m'entraîner ou alors je me retrouvais seul à m'entraîner soit en plein après-midi ou les matins et ça me plaisait pas quoi. J'avais plus trop de plaisir à faire ça. Donc déjà ça m'avait mis une belle claque et puis ensuite il y a eu le décès de mon père qui a fini de me descendre et là j'ai dit stop, je vais faire une petite pause et je vais me reconcentrer un peu sur moi. Et donc plusieurs années plus tard, j'ai eu mon président le club avec qui j'étais, donc de la Chamalières, Clermont-Ferrand, Athlétisme Chamalières, qui m'a recontacté parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour faire le 3000 mètres steeple aux interclubs. Donc Interclub, c'est une compétition en fait, c'est plusieurs clubs en fait qui de certains niveaux, il y a plusieurs niveaux qui se confrontent et on va dire, il y a différentes athlètes ont leur discipline en fait et après ça fait un nombre de points avec toutes les disciplines etc. et puis il y a un classement et donc il avait besoin de moi pour le 3000 mètres steeple et en 2 semaines, il m'a appelé 2 semaines avant la course quoi. En 2 semaines, j'ai fait quelques footings, j'ai refait quelques barrières et j'arrive à la course, je fais deuxième de la course. Je fais 9 minutes 30, je me rappelle, j'avais fait ce qui est quand même un très bon résultat. Même si aujourd'hui je suis à 8,25, c'est quand même un bon résultat au niveau national. Et là tout le monde m'a dit Abdel, là faut que tu te réveilles, faut que tu fasses quelque chose quoi. En plus j'avais pris 10 kilos, restauration, pizza, j'étais pizzaiolo. Donc j'avais plus du tout de conditions et on me dit putain, t'arrives à faire ça et tout, faut vraiment que tu te réveilles. Et derrière je me suis vraiment bien remis, j'ai essayé et j'ai bien fait. Incroyable l'histoire. Ouais. Ça me rappelle, on a l'impression d'écouter des histoires des mecs qui sont dans la musique aussi, qui sont pizzaiolo, qui sont livrent des trucs et tout. C'est trop ça. Et d'un coup qui percent et leur vie elle change, mais c'est ouf. C'est vrai. Très intéressant. Du coup, pour la discipline, le 3000 mètres steeple, j'ai arrivé. Je t'ai préparé un petit quiz, voir si tu connais bien ta discipline. Sur 5 points, déjà tu m'as répondu à une question tout à l'heure sans faire exprès. Ouais. Je me sentais un peu bête. C'est pas grave. Un petit quiz sur 5. À la maison, vous pouvez jouer aussi quand vous écoutez le quiz. On verra si vous êtes calé sur la discipline. Est-ce que tu connais le temps du record du monde masculin? Ouais, alors les centièmes, je ne sais pas. Les centièmes, tant que... Mais ça a été battu en fait l'année dernière, année 2023, c'est 7,52. Exactement. Par Guerma, un Éthiopien. Très fort. Un point. Question bonus, pour un point bonus, c'est le record du monde féminin. Aïe. On n'oublie pas les femmes dans la buvette, bien sûr. Ouais. Je suis désolé pour toutes les femmes qui me regardent, mais je crois que non, je connais pas. C'était la question bonus, on t'en veut pas. Ça fait toujours un point. Bon du coup ça c'est pour les gens, savoir si ils ont un peu bien écouté le podcast. Bon, ça tu vas me répondre facilement. Quel est le nombre de barrières à franchir en un tour de course? Donc c'est 5 barrières par tour, ouais. 5 barrières par tour. Donc si vous avez bien suivi le podcast, normalement vous avez trouvé cette réponse. Est-ce que tu connais le record de France masculin cette fois?
Le record de France, ouais, il est à 8,00. Exactement. 8,00 par Très Made bien. in Mekissi. Ouais. Très bonne réponse, ça fait 3 sur 3. Bon, celle-là, tu m'as un peu répondu déjà tout à l'heure sans faire exprès. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des barres, enfin, pourquoi il y a de l'eau dans le 3000 mètres steep? Quelle est l'origine de l'eau? Ouais, bah ça vient des chevaux, du coup, hein. C'est une discipline tirée des chevaux. Donc, Trouver ça, au 7e siècle, à la base, c'était une course de chevaux. ouais, c'est ça, ouais. Ah, incroyable. C'est ça, c'est ça. Un peu comme du cross, quoi, du coup. Aussi, ouais, c'est un peu un mélange un peu des deux, je pense. Ouais, je pense qu'ils ont un peu mixé le tout. Ouais. Et bah, nickel, bah, ça fait 4 sur 4. Et sur la dernière, j'ai noté la réponse, mais je me rappelle plus de la question. Je crois que ça doit être quel est le dernier vainqueur des JO? Je crois que c'est ça. C'est Bakali, Sofiane Bakali, marocain, ouais. Très bonne réponse. C'est ça. Il est très fort. 5 sur 5, impeccable. Yes. Bon, maintenant, tu sauras juste que pour le record du monde féminin, c'est 8,44. 8,44, ouais, quand même. Hein. Ça va vite, hein. Ouais, c'est beau, c'est beau. Comme quoi, quand t'étais pas en condition, ça allait plus vite. Ouais, c'est ça, exactement. On va revenir du coup un peu sur toi, ta vie de sportif. Comment est-ce que tu organises un peu tes entraînements au quotidien? Du coup, tu disais que tu étais aussi employé de la ville de Bourg-en-Bresse à côté. Ouais. Enfin, concrètement, de 8h à 20h, comment se passe une journée pour toi? Alors ouais, moi depuis plusieurs années, c'est très très compliqué. Comme je l'expliquais après le confinement, j'ai vraiment essayé de trouver des aides en fait, tout simplement, d'être aidé pour pouvoir continuer au meilleur niveau et du coup d'avoir un emploi du temps un peu moins chargé pour pouvoir continuer à garder cette rigueur dans l'entraînement et cette comment dire, cette récupération, parce qu'en fait le fait de ne pas travailler au niveau de la récupération, c'est optimal quoi. Tu peux vraiment plus récupérer, le fait de mieux récupérer, tu peux plus t'entraîner et enchaîner vraiment mieux enchaîner au niveau de l'entraînement. Malheureusement, j'ai pas réussi à trouver, donc ce qui a fait qu'en 2021, j'ai eu une année un peu compliquée, je me suis blessé, j'ai eu une fracture de fatigue, fracture de la malléole. Donc derrière tout ça, j'ai compris qu'il fallait vraiment que je recalibre mes entraînements par rapport à ma vie professionnelle. Donc moi, du coup, depuis, j'étais à 35 heures. Donc je m'entraînais mes 35 heures et je faisais à peu près 14 à 20 heures d'entraînement par semaine. Soit je le calais le premier entraînement. Donc c'est à peu près, donc en semaine, c'est lundi, mardi, je double. Mercredi une fois. Jeudi, vendredi, je double. Et le week-end, une seule fois. Donc j'étais à 12 entraînements par semaine quand même. C'est énorme, c'est énorme. Et les jours où je doublais, je faisais entre midi et 2 en fait. À la pause, j'avais 2 heures de pause, donc je faisais ma sortie. Généralement c'est des 10 km qu'on fait les matins, 10 km de footing. Et donc je le faisais sur ma première heure, deuxième heure, je mangeais assez rapidement et puis je retournais au boulot quoi. Voilà comment est-ce que je gérais un peu mes entraînements. Et là, cette année, comme je te disais tout à l'heure, j'ai la chance d'avoir un petit contrat un peu plus aménagé et ce qui va me permettre, j'espère, de faire de meilleures performances que l'année dernière, même si les performances ont été très 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 bonnes. Après, il y a tout un staff qui a été mis en place aussi depuis ma blessure, parce que j'ai vraiment compris qu'il fallait être vraiment optimal au niveau de la récupération et tout ce qui est mental, etc. Donc j'ai mis un préparateur mental, Stéphane Palmier Consulting, que vous pouvez retrouver sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas. Ouais, carrément, parce que vraiment il m'a fait vraiment énormément de bien, parce qu'après la blessure ça a été compliqué de me relever. Ensuite j'ai un kiné qui me suit sur Bourg, Thomas Fèvre. On travaille depuis maintenant un an, enfin depuis que je suis arrivé quoi. Dès que je suis arrivé, j'ai pris contact avec lui parce que voilà, on me l'avait vraiment conseillé, beaucoup d'athlètes ici du club me l'ont conseillé. Il suivait pas mal de footballeurs pro, basketteurs pro et donc voilà, et ça se passe super bien avec lui. Diététicien aussi, qui est de Bourg, Alexandre Dalloz, avec qui je travaille aussi depuis que je suis arrivé aussi. Et voilà, toutes ces choses en fait qui m'ont permis de, malgré mes 35 heures et de toutes ces heures d'entraînement, de tenir et de pas me blesser l'année dernière et de quand même faire un très bon résultat sur le 3000 mètres steeple. Très bien, très bien. Parce que du coup, est-ce que les Jeux de Paris pour toi ça a été une sorte de déclic dans ta tête? Est-ce que tu t'es dit c'est aussi le moment ou jamais? Ou c'était juste dans un fond de ta tête, c'était coincé en mode il y a les Jeux, faut que je m'y remette, faut que je m'entoure comme il faut, j'ai les capacités pour? Ou c'était on va dire un objectif secondaire, c'était d'abord retrouver le plaisir de courir, de performer, et ensuite les JO, ou c'était un peu tout mélangé? Ouais, un peu tout mélangé. Ouais, j'avais toujours dans la tête quand même les Jeux Olympiques. Je pense que tout athlète rêve de participer aux Jeux Olympiques, donc on a toujours ça au fond de sa tête, même si des fois on n'y croit pas trop, comme avant que je fasse ma performance. C'est vrai que j'avais jamais pensé un jour juste me préparer et juste avoir la prétention de pouvoir participer en fait aux Jeux Olympiques. Et ouais, du coup je l'avais vraiment dans la tête, donc c'était un objectif quand même principal. Mais il y a quand
quand même ce goût de plaisir qu'il faut pas oublier et qui est super important parce que quand on a plus envie, ben on n'y arrive plus. Hein. Même si on a des objectifs, même si on veut absolument y arriver, si on n'a pas d'envie derrière, on n'y arrive pas quoi. Ouais. Je comprends. Par rapport au jeu, ce qui te motive, c'est quoi? C'est courir devant ta famille, tes amis, en France, représenter ton pays. C'est ça. Ouais, Parce que du coup, est-ce que tu as déjà participé à des grosses compétitions internationales ou pas du tout? International, ben j'avais participé plus jeune. J'avais fait une coupe d'Europe de cross. Quand j'étais au Clermont Athlétisme Auvergne parce qu'on avait fait champion de France de cross par équipe. Après j'ai fait plusieurs meetings internationaux mais j'ai jamais fait de sélection. J'ai jamais de sélection. Voilà. Et du coup pour nous expliquer un peu comment ça se passe dans ta discipline pour se qualifier aux Jeux Olympiques, comment ça marche, c'est plusieurs épreuves au niveau régional, national, mondial, après c'est un temps minimal, comment ça se passe? Alors il y a 3 modalités en fait de sélection pour toutes les compétitions internationales. Aujourd'hui en fait on a la première en fait qui s'appelle le ranking où il faut en fait être dans les environ dans les 35 meilleurs mondiaux pour pouvoir recevoir une invitation et ensuite la fédération confirme l'invitation et valide en fait le truc ou non. Donc pour pouvoir en fait être sur ce ranking là on fait ces trois compétitions minimum dans l'année donc de la discipline sur laquelle on pratique. Donc moi par exemple il faut que je fasse 3 multiples et donc ça va me rapporter des points sur chaque course. Ça fait une moyenne et en fait après on est classé au niveau mondial. Donc ça c'est la première modalité et ensuite la deuxième modalité c'est de faire donc les minima qui sont aujourd'hui à 8 minutes 15 qui est quelque chose de vraiment très fort parce que on a vu l'année dernière on n'a aucun Français qui a fait les minima. Ça a été plus sur le ranking et sur la place au championnat de France qui est la troisième modalité, c'est d'être dans les 3 meilleurs Français au bilan, enfin au championnat de France, pardon. Ok, très intéressant, toi, je savais voilà. pas du tout les modalités. Ouais. Après ça change d'année en année, voilà. Et ils veulent être sûrs que les athlètes sont en bonne forme. Et en fait ça se fait vraiment juste avant chaque course internationale. En fait ça se fait vraiment juste avant parce que les championnats de France par exemple pour les Jeux Olympiques sont en juillet et les Jeux Olympiques sont en août. Oui, donc fin août. Donc ça fait vraiment très court. Effectivement, ouais. Donc en fait, jusqu'au dernier moment, on n'est pas sûr en fait d'être vraiment sélectionné pour les championnats internationaux quoi. Et du coup, toi, tu te situes où par rapport à ces modalités? Est-ce que t'es les minima, tu nous avais dit, ouais, tu es pas encore du coup? C'est ça. Pas encore. Donc en fait moi il faut savoir que comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait 8 minutes 32 l'année dernière. Donc c'est quand même une très belle performance, mais moi je les ai fait en fait avec un emploi à 35 heures. Donc ce qui est vraiment pas évident comparé aux autres athlètes en fait qui sont devant moi au bilan français, ils sont tous aménagés ou alors ils ne travaillent pas du tout, ils vivent de l'athlétisme, ils peuvent partir en stage en altitude, ils sont aidés financièrement et en fait moi j'ai rien de tout ça et c'est là que je me dis en fait que j'ai encore énormément de capacités et en fait j'ai encore énormément de progression devant moi. Il faut juste que j'arrive en fait à trouver toutes ces choses pour que je puisse être dans les meilleures conditions et si j'arrive à être dans les meilleures conditions, je sais que je suis capable de faire ces minima. Rien que déjà l'aménagement, je pense qu'il va faire vraiment énormément de bien cette année, qui va me permettre de vraiment de gagner énormément de secondes parce que c'était le truc le plus important que je voulais pour cette année olympique et déjà elle est bien partie. Et bah tant mieux. Voilà. Tant mieux. Est-ce que du coup, tu aurais peut-être un message à faire passer Comment est-ce que tu recherches un peu des aides financières? Ouais. C'est un peu le sujet qu'on a avec plein de sportifs. Ouais, On en avait parlé surtout avec Florian Grengbo qui lui est quand même pas mal accompagné. Ouais. Est-ce que toi tu as des requêtes à faire, etc. C'est un peu le moment si tu veux. Ouais, c'est clair. Moi vraiment je recherche des partenaires financiers qui peuvent m'accompagner pour cette préparation olympique. Après voilà, il y aura aussi plein de bels avantages pour eux, ça leur fait une belle image, puis on communique sur nos réseaux, on communique sur la presse, les journaux, là comme aujourd'hui où on va communiquer, et puis on peut mettre les logos etc sur les maillots de club et puis c'est quand même quelque chose de beau de pouvoir accompagner un athlète sur des Jeux Olympiques. Je pense que c'est bien pour une entreprise et pour représenter la France au mieux quoi. Donc voilà, c'est vrai que je recherche des partenaires, donc si vous pouvez m'aider, c'est avec plaisir. On peut me retrouver sur quels réseaux sociaux? On peut me retrouver donc sur Instagram, Riahi-Abdella, et sur Facebook aussi pareil, au nom de Riahi Abdella, et voilà. Et ben n'hésitez pas, si vous êtes une entreprise autour de Bourg-en-Bresse ou même un peu plus loin, on s'en fiche, n'hésitez pas à aller le contacter. Une petite participation, c'est toujours la bienvenue, surtout pour un athlète, vous voyez, qui dédie sa vie à ça, qui n'a pas forcément les moyens nécessaires pour performer alors qu'il est aux portes des Jeux Olympiques, contrairement à d'autres sports où les rémunérations sont quand même plus élevées, comme on en a déjà parlé maintes et maintes fois dans la buvette.
Question que j'ai pas trop posée à d'autres sportifs, mais est-ce que tu as une petite idée de ce que tu veux faire après ta carrière sportive? Est-ce que pour toi les JO c'est genre une échéance finale? Ou est-ce que tu dois un peu continuer après? Tu n'as pas, je me rappelle plus de ton âge. J'ai eu 29 ans le 13 octobre, 29 ans. il y a quelques jours. Tu as peut-être commencé un peu à y penser justement à ta carrière Bien sûr. d'après sportif. Comment tu te vois justement après tout ça? Alors en fait, ma carrière sportive, moi je voyais encore possible de faire les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 où j'aurai 33 ans et ça m'a été confirmé l'année dernière parce qu'en fait j'ai une connaissance à qui je communique, Nicolas Daru, qui a 35 ans et qui a presque réussi à se qualifier aux Jeux Olympiques, non, au championnat du monde, pardon, l'année dernière à Budapest. Et beaucoup d'athlètes, en fait, de plus en plus d'athlètes de la trentaine, en fait, réussissent à encore performer jusqu'à je pense, jusqu'aux 37, 38 ans, même. Puis après, on peut partir sur de la longue distance. Donc, je me vois encore quand même continuer. Je pense que j'ai encore une assez, pas longue carrière, mais encore pas mal d'années devant moi. Et puis derrière, moi, je suis en Dust agent de développement et d'animation. Et puis donc je fais de l'animation en fait sportive et à côté je fais aussi du développement de clubs sportifs. Donc ce qui fait que derrière j'espère si possible soit rentrer dans un club pour apporter toutes mes connaissances et toutes mes connaissances et ou alors dans une fédé ou une ligue ou voilà tout ce qui ramène au sport quoi. Et puis après si c'est dans l'athlé, ce sera encore mieux. Eh ben écoute, parfait, très bonne réponse. Hein. Tout ce qu'on te souhaite du coup, c'est d'aller au JO de Paris, d'aller au JO de Los Angeles, et puis de trouver le club ou la fédé qui te convient, où tu pourras t'épanouir. Donc, on espère tout ça pour toi. Dernière petite question par rapport à l'exposition médiatique. Est-ce que tu vois ça comme quelque chose de dommageable dans l'athlétisme en général? Comme on en discutait juste avant le podcast, on disait que c'était pas beaucoup diffusé à part les grosses compétitions. Et c'est vrai que pour le coup, quand je suis arrivé sur la piste ici, je trouve que c'est l'ambiance hyper sympa. On peut penser que l'athlé c'est un sport individuel alors que tout le monde s'entraîne ensemble. Là, il y a des groupes, il y a une 20-30 de personnes derrière, ça a l'air super familial. Est-ce que tu penses que tu pourrais aussi apporter un petit truc là-dedans, dans la création d'événements, sur le fait de booster un peu la notoriété, j'ai envie de dire, dans l'athlétisme en général, j'essaie sur mes réseaux. Après, en fait, le problème, c'est que l'athlétisme, c'est pas un sport, c'est un sport pauvre, en fait, par rapport aux autres sports. Et en fait, je pense que c'est là le gros problème, hein, parce que on sait bien que l'argent, ça aide beaucoup de tout ce qui est, publicité, événementiel, organiser des grosses compétitions, etc. C'est vraiment l'argent qui domine le truc quoi. Donc on va dire que c'est le gros problème en fait, c'est que voilà, c'est pas assez reconnu malheureusement, alors que c'est quand même une grosse discipline aux Jeux Olympiques, c'est l'une des disciplines phares aux Jeux Olympiques hein. Mais je saurais même pas comment expliquer, il faudrait faire une étude je pense. Faudrait faire une étude de savoir pourquoi est-ce que ça prend pas autant d'ampleur que les autres sports et pourquoi est-ce que ça rapporte pas autant que les autres sports quoi, parce que c'est vrai que il y a pas beaucoup d'athlètes même au niveau international qui vivent de leur sport. Donc faudrait faire une petite étude pour voir. Mais c'est vrai que question toute bête là, mais moi je me demandais par exemple si on demande à quelqu'un dans la rue de citer trois des plus grands sportifs en athlée, je sais pas, des trois coureurs de 200 mètres, je pense qu'il y a personne qui est incapable d'en citer trois, alors que c'est une discipline incroyable et tout le monde regarde quand ça passe à la télé. Enfin, moi, je me rappelle depuis que je suis petit, les soirs en famille, l'été, on regarde les championnats et c'est incroyable. Donc. L'athlétisme, il y a plein de disciplines, il y a plein de choses, c'est ça qui est super beau quand on s'ennuie pas. Hein. Il y a les courses, les sauts, les lancers, la marche, c'est vraiment, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses, donc c'est vrai que moi non plus, je comprends pas trop. Écoute, on espère que ça va aller mieux pour l'athlétisme et que ça va se développer. J'espère que les Jeux de Paris vont ouvrir un peu la discipline. On espère aussi. Eh ben écoute, merci à toi Abdellah pour ce magnifique moment sur la piste de la Chagne à Bourg-en-Bresse. Ravi d'avoir pu échanger quelques minutes avec toi. J'espère que t'as apprécié ce podcast. Ouais, vraiment top. Super, c'était un plaisir. Merci à vous, nos chers auditeurs, de nous avoir accordé votre temps précieux. On vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle après-midi, n'importe que vous soyez chez vous, dans les transports, dans la voiture. On te souhaite tout le bonheur du monde avec une belle qualification au JO, on l'espère, à Paris. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Pour rappel, on est disponible sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, notre site internet labuvettepodcast.fr. Maintenant en vidéo sur Spotify, on est aussi sur Apple Podcast. C'est gratuit, n'hésitez pas à aller mettre vos petits commentaires, vos petites notes étoilées, 5 étoiles, ça fait plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux concepts sur la buvette. Salut à tous et salut. Salut.